Salut à tous, c'est Hunter404. Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous faire une petite vidéo un peu plus simple que d'habitude. On avait déjà parlé en live de l'existence d'un document qui avait été fait par Togashi lui-même, qui s'intitulait Power Levels. Et du coup ça parlait justement forcément de la différence de puissance entre tous les personnages d'Hunter x Hunter. Alors aujourd'hui justement pour traiter cette vidéo, je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus simple d'en faire une vidéo, on va dire, pas forcément react, mais une sorte de vidéo où on va regarder ensemble petit à petit et voir entre guillemets voilà, ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, etc. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce format un peu plus détendu, un peu plus discussion chill, voilà, n'hésitez pas. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo alors, le document, je ne l'ai pas intégralement regardé. Hein. C'est-à-dire que je l'ai vraiment survolé de manière générale, mais je voulais vraiment me garder la surprise complète avec vous. Mais le peu que j'ai vu et que j'ai regardé du document, autant il y a plein de choses que j'ai trouvé super pertinentes, où je me suis dit, bon, vraiment, ça se voit que le gars qui a fait ça, entre guillemets l'auteur, c'est ce qu'il fait. Autant il y a des trucs j'étais un peu sur le cul, c'est-à-dire que je me suis dit, enfin, en fait j'ai eu une réaction bizarre parce que je me suis dit vraiment, soit il y a des trucs que lui est en train d'élaborer, mais nous on le sait pas parce que le manga a pas été encore publié, enfin la suite en tout cas, mais soit il y a des trucs que vraiment, des trucs de malade, tu vois, qu'on a loupé, que lui sait, qu'il va nous amener, etc. C'est largement possible. Hein. Soit il y a, entre guillemets, des choses vraiment bizarres, tu vois, même incohérentes, à la limite de l'incohérence. Et du coup, on va voir ça ensemble. Là, je pense que cette intro est déjà un peu trop longue, mais on va voir ça ensemble petit à petit. On va essayer de remonter un petit peu le tableau. Et d'ailleurs, je précise avant toute chose que, encore une fois, c'est pas une critique. Ce qu'on va faire là, c'est vraiment juste discuter ensemble du tableau de manière générale, voilà, de si on trouve qu'il est bien, pas bien, etc. On a quand même le droit de penser ce qu'on veut. Et le but, ça va être vraiment de voir la cohérence aussi à travers des personnages. Par contre, juste avant ça, chose très importante, il faut absolument qu'on parle des critères qu'a utilisé Togashi pour faire ce tableau. Parce qu'il faut savoir que je suis tombé sur deux tableaux différents. Quand je dis deux tableaux différents, ils ont exactement les mêmes valeurs, les mêmes personnages. Le truc qu'ils ont en commun, forcément ce sont toutes les valeurs, tous les personnages. Au passage, une chose, c'est que vous allez voir qu'il y a plein de personnages qui ne sont pas dans le tableau. Et pourtant, des personnages très connus, très forts, etc. Ça, c'est un truc que j'ai pas non plus trop compris. Mais à la limite, pourquoi pas. Il y en a déjà quand même un bon paquet. Hein. Je crois qu'il y en a au moins 30, entre 30 et 33. Mais voilà, vous allez voir qu'il n'y a pas tous les personnages. Donc c'est quand même compliqué de se faire une idée globale. Par contre, ce qui est intéressant entre ces deux documents que vous allez voir, c'est que les critères en soi sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a 6 de mémoire, et en fait ces 6 critères sont théoriquement censés être les mêmes, parce que forcément c'est le même document à la base, mais sur les deux documents que j'ai trouvés, en fait, je pense que c'est la traduction européenne qui a été faite de deux personnes ou de deux, on va dire, instituts différents. Et en fait, la traduction en soi, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément comprendre exactement la même chose. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. La première colonne du tableau correspond à Mind ou Spirit. Ça, on va dire, en soi, les deux sont pareils. C'est-à-dire qu'en traduction anglaise, c'est exactement la même chose. De manière générale, ça concerne l'esprit. Sauf que, est-ce que, entre guillemets, ce qu'ils veulent dire par esprit, c'est la force mentale de la personne? Ou alors c'est, est-ce que la personne a un esprit sain ou vraiment malsain, tu vois? Et c'est là où, en fait, c'est toujours à l'image de Togashi, c'est-à-dire que il crée des trucs de ouf, une richesse d'univers de manière générale incroyable, et à chaque fois c'est parsemé de petits détails, de petites choses comme ça, qui sont pas incohérentes, c'est-à-dire que en soi on sait qu'elles sont cohérentes, mais qu'il nous manque des infos pour les apprécier, et en fait à chaque fois on n'arrête pas de se poser des questions en mode mais t'as l'impression qu'en fait le travail
euh, finale est montrée à moitié, en fait. C'est plutôt ça que j'ai l'impression générale. Et ça se voit même après dans les autres critères. Par exemple, bon, pour skill, ça n'a pas changé. De manière générale, bah, skill, vous devez entendre ça assez souvent, c'est compétences, aptitude, habileté. En gros, grosso modo, là, de ce que je comprends, ça va être on va dire ouais, les techniques de Nen, si la technique de Nen est élaborée, si les techniques de manière générale physiques de Nen sont élaborées. Ça va être plus être ça, je pense. Ensuite, pour stamina et strength, alors strength c'est la force de manière générale, stamina ça va plus être l'endurance. Là bon on va dire c'est à peu près la même chose entre guillemets, même si c'est quand même un peu différent. Mais grosso modo ça va être la force physique, la forme physique et la force physique. Donc ça va. Ensuite, Nen et Aura, là moi j'ai un petit problème encore une fois par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'ils entendent par Aura, moi je comprends ça comme la quantité d'aura en fait, de manière générale. Enfin la qualité bien sûr, mais en soi la qualité, bon, qu'est-ce qui fait qu'une aura a une meilleure qualité qu'une autre, tu vois ce que je veux dire? C'est plus la quantité d'aura est dégagée. Ou alors, est-ce que quand ils disent naine, est-ce que c'est la puissance du naine de manière générale, pas forcément que de l'aura? C'est ça du coup, où, encore une fois, c'est un peu compliqué. Euh, Ensuite, il y a ingéniosité et talent, du coup. Alors, talent, je trouve ça un peu mal traduit entre guillemets, parce que ça rejoindrait un petit peu skill de tout à l'heure. C'est pour ça qu'ingéniosité, je trouve ça plus parlant. Ingéniosité, pour moi, quand je pense à ça, j'imagine directement, on va dire, l'inventivité en plein combat, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu vas réussir à trouver une solution de fou au dernier moment, ce genre de choses, quoi. Et enfin, là, et c'est encore une fois ce point pas pernicieux, mais un peu délicat, intelligence et knowledge. Parce que en soi, intelligence, c'est vraiment de manière large. Knowledge, c'est le savoir, c'est connaissance. Et le truc, c'est que pour moi, c'est qu'une partie de l'intelligence, ça. C'est pour ça que, du coup, encore une fois, c'est assez tendancieux, quoi. Mais maintenant qu'on a fait un petit point, du coup, sur les critères, que je voulais faire avec vous, parce que ça me paraissait important avant de voir les personnages, voilà, moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous y comprenez. Moi j'ai à peu près essayé de vous donner ma ligne directrice, de la façon dont on va essayer de voir ça en vidéo. Mais voilà, si jamais vous pensez que je me suis trompé à certains endroits, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On commence directement, du coup, en bas de l'échelle, avec Zuchi. En soi, quand j'ai vu Zuchi, je me suis dit, bon, c'est normal, parce que forcément le manga te le fait apparaître comme un élève, entre guillemets, qui galère, dans le sens où il bosse beaucoup, il a des résultats, parce que c'est quand même, enfin, mine de rien, quand Gon et Killua le rencontrent à la tour, quand Killua l'affronte, alors, quand Killua l'affronte, entre guillemets, il se rend compte qu'il est beaucoup plus résistant que la moyenne, qu'il a beaucoup plus de mal, et qu'il dégage quelque chose de particulier. Donc en soi, il a fait concurrence à Killua à ce moment-là, qui déjà à la base est très fort. Après, si on est vraiment honnête, on sait qu'une personne qui connaît déjà le Nen, comparé à Killua qui lui ne le connaissait pas du tout, a un avantage mais de psychopathe pour le coup. Donc c'est pour ça que là, entre guillemets, je me dis bon que Zuchi soit vraiment en bas de l'échelle, qu'il est un partout, sauf deux pour Mind Esprit. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça me paraît normal. C'est-à-dire que qu'il est un peu plus en esprit, oui, parce que si c'est pour la force mentale, effectivement, je trouve que il s'accroche quoi. C'est un gamin qui s'accroche. Et si c'est pour l'esprit sain également, il est hyper sain quoi, Zuchi. Par contre, là où je suis pas forcément d'accord, c'est au niveau de l'aura, qu'il est que un. Parce qu'en soi, même si, entre guillemets, comparé à Gon ou Killua, qui eux sont des exemples sur une personne sur 1 million qui a autant de progrès que à faire, Zuchi, je crois que Wing lui avait dit qu'il faisait partie des personnes qui étaient à 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000 en termes de progression. Et de manière générale, il a quand même bien bossé son aura, donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre, entre guillemets, qu'il ait aussi peu. Mais ça, passons. Par contre, là où je suis un peu dubitatif, ça va être les trois autres personnages qui le suivent, parce qu'il faut voir que juste après, il y a Zephyrou qui passe de 7 du coup à 10, ensuite Komugi à 12, et la Reine des Fourmis Chimères à 12. Et alors là, si vous voulez,
ma réaction, c'est que quand j'ai vu Zepairu au-dessus de Zuchi à 3 points de plus, j'étais surpris, quoi. Même Komugi à 12, limite, elle a quasiment le double de Zuchi. Pour la Reine des Fourmis Chimères, je comprends. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que... Alors, quand je regarde le tableau plus précisément, bah, Zepairu, par exemple, il va avoir à peu près les mêmes scores que Zuchi, sauf que en esprit, il va avoir un de plus. À la limite, on connaît pas encore assez de personnages, mais pourquoi pas. Et par contre, en intelligence, savoir de manière générale, il a 3. Bon, le mec, il connaît de ouf les affaires, etc. Donc, à la limite, pourquoi pas, tu vois. Même si ça n'a pas trop de rapport avec le combat. Mais le truc, c'est que, en fait, pour Komugi, ça va être pareil, par exemple. C'est-à-dire qu'elle va avoir, à part pour esprit et pour ingéniosité et savoir, elle va avoir des scores très faibles. Par exemple, pour l'endurance, pour la force, les capacités, c'est très faible. D'ailleurs, elle a 0 en aura, ce que je comprends pas. Parce que, à la base, il me semblait que Komugi utilisait le nen quand elle joue au Gungi. Pardonnez-moi si je me trompe, mais de mémoire, je crois qu'elle utilise le nen. Donc, qu'elle est 0 en aura, je comprends pas trop. Mais si vous voulez, le truc que j'ai du mal à comprendre au début, et je suis désolé que ça prenne un peu de temps, en tout cas au début de ce tableau, mais c'est que, pour moi, ce tableau-là, il s'appelle Power Level. Et Power Level, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire en soi, théoriquement, la puissance, entre guillemets, la puissance de combat. Donc, si vous voulez, quand même, dans puissance de combat, bon, les capacités de Nen, la force physique, ça joue quand même un rôle assez important, quoi. Donc c'est pour ça que forcément je suis surpris de voir Zuchi qui a 3 points de moins que Zepairu. Zepairu, il s'est jamais entraîné. C'est-à-dire que le seul moment où il s'est un peu entraîné, c'est quand il a préparé l'examen où Kiroa gagne tout seul. Donc tu te dis, bon, c'est quand même spécial, quoi. Et que Komugi, au final, elle soit au-dessus de Zuchi en termes de power level, de manière générale, totale, Komugi, c'est l'être le plus inoffensif qui soit. Donc, voilà, je suis désolé si j'ai l'air d'être un peu négatif, mais c'est juste que moi, j'aimerais comprendre, justement, ce qui pousse ce classement à être comme ça, en tout cas au début. Parce que là, vraiment, pour le début, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis un peu sur le cul. Après, pour ce qui concerne la Reine des Fourmis Chimères, ça va rester quand même, on va dire, assez normal. Parce que, voilà, elle a quand même des stats assez intéressantes. C'est sûr que par rapport à ce qu'on connaît d'elle, voilà, l'ingéniosité et l'esprit, ça va vraiment être les deux statistiques qu'elle a le plus au niveau 4. Et Laura, forcément, elle a 0, hein, parce que, bien sûr, la reine n'a pas de naine, tout simplement. Donc du coup, maintenant, on va passer directement à ceux qui sont juste après. Et on en a un petit paquet qui sont regroupés un peu ensemble, on va voir ça tout de suite. Alors, juste derrière la Reine des Fourmis Chimères, du coup, qui était à 12, on a également Leorio qui est à 12. Alors en vrai, je peux le comprendre, parce que c'est vrai que, comparé aux 3 autres protagonistes, c'est celui qui s'est le moins entraîné, même s'il a des grosses compétences de base. Mais là où je trouve qu'ils ont été un peu durs, c'est que... alors je crois que pour Leorio, ils lui ont mis 3 en esprit, donc ça, ok. 2 en skill, en vrai, oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il n'a pas encore élaboré énormément ses techniques de naine, même si elles sont très, très intéressantes quand on les regarde dans le scan. Ensuite, pour force endurance, il a que 2. Alors, je trouve ça un peu étrange, parce qu'à la base, c'était justement un des persos qui avait une de ses caractéristiques qui était la plus forte. Et ensuite, par contre, pour Aura, il a 1. Ça, oui, ça me semble normal parce qu'il a très peu travaillé son naine de manière générale. Knowledge, il a 3. Ça, c'est normal parce que pour moi, c'est quand même un personnage qui a quand même beaucoup de savoir, de savoir et d'intelligence. Ingéniosité à 1, par contre, ça, je suis plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que si on voit vraiment ingéniosité comme uniquement l'inventivité en combat, ça, je suis d'accord, pour le coup. Après, directement, on va en avoir un bon paquet qui vont correspondre au chef des fourmis chimères. À savoir qu'on va avoir du coup Ramoto qui a 14, Ikarugo à 17,
Là, on a par contre Kurutopie de la Brigade Fantôme à 17 également. On va avoir Jido à 17, Méléoron à 18, Zazan à 18 et Léor à 19. En vrai, ça, pour le coup, j'ai pas forcément énormément de choses à dire. Ça paraît assez logique que les généraux des fourmis chimères soient assez rassemblés en termes de force de manière générale. Juste que en termes de classement, ouais, on peut pas trop savoir, mais Léoron, de manière générale, il me semblait que... ça me semble bizarre qu'il soit au-dessus de Jido, par exemple, ou même de Ikarugo, parce que de mémoire, il me semblait pas forcément que il était considéré comme un commandant assez fort. En fait, il a un pouvoir surcheaté de Nen, mais il me semblait qu'il était pas forcément aussi fort que les autres. Mais bon, il y a juste ce petit point-là. Après, sinon, de manière générale, c'est assez correct. Par contre, du coup, là, si on passe sur les deux prochains que je voulais aborder, il s'agit de Kurapika qui est à 19 et Tsuzugera qui est lui aussi à 19. Et là, je sais pas vous, mais j'ai été assez surpris de voir que ce soit Kurapika ou que ce soit Tsuzugera, entre guillemets, aussi bas dans le tableau. Parce que, en fait, si vous voulez, bon, je ne dis pas ça en tant que fanboy de Kurapika, hein, c'est pas la question. Mais pour moi, Kurapika, de manière générale, je pense encore que c'est relativement un des personnages qui a une des plus grosses marges de progression et qui vraiment fait partie quand même des, on va dire, pas des top puissances du manga, mais mine de rien, en fait, si vous voulez, je pense que Togashi, quand il a fait son classement, il a dû vraiment se baser sur le Kurapika de Yorkshire City, qui en fait était, on va dire, uniquement limité à la brigade. Et en soi, du coup, ça se comprendrait dans le tableau. Parce que contre la brigade, limite, il serait en haut du tableau, si je prenais uniquement la brigade. Mais par contre, en dehors de la brigade, ses pouvoirs sont assez limités. Sauf si on se met à lire justement la suite et c'est tout ce qui va parler des scans. Donc c'est pour ça que je pense que son tableau a été fait en particulier jusqu'à l'arc des fourmis chimères. Enfin, je pense. Et après, pour Tsuzugera, on sait pas trop. Pour le coup, moi je m'attendais à le trouver plus haut parce que c'est quand même un Hunter une étoile de mémoire qui est censé représenter une puissance quand même assez considérable. Après, voilà, ça j'ai pas forcément énormément d'avis dessus. On n'a pas assez d'infos sur Tsuzugera, on connaît pas ses capacités, ce qui est vraiment dommage pour un personnage aussi charismatique. Mais voilà, en vrai, pour le coup, de par le point de vue de Togashi sur vraiment le fait que, on va dire, le moment où on s'arrête pour ses puissances, ça correspond à l'arc des fourmis chimères, pour le coup, Kurapika et Tsuzugera, je trouve ça très pertinent. Enfin, assez pertinent, on va dire. Ensuite, si on prend les autres personnages qui sont au-dessus du tableau, on en a quelques-uns que j'ai un peu paqués ensemble. On va avoir Werfin qui est à 20. Pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi fort. Vraiment. Je savais que c'était un des commandants qui était vraiment puissant, mais pas à ce point. Ensuite, on a Pahamu qui est à 21. Alors, Pahamu post-résurrection, on va dire, parce qu'elle est vraiment devenue beaucoup plus puissante à partir de là. 9 qui est à 21. Et pour le coup, ça c'est une surprise, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit, à ce niveau-là. Je pensais qu'il serait un petit peu plus fort, entre guillemets. Surtout quand je vois ceux qui sont juste au-dessus de lui. À savoir que Knuckle et Shoot sont à 22. Et j'ai envie de vous dire, ça me semble bizarre que le maître de Pahamu, qui est entre guillemets censé être l'équivalent de Moro, soit moins fort que les élèves de Moro. Alors pour le coup, voilà, ça m'a semblé un peu bizarre, mais après, en vrai, pourquoi pas, surtout quand on voit ce qui se passe quand ils arrivent au palais. Il arrive beaucoup moins facilement à encaisser le naine de Pito ou de Poufou que les autres. Mais de manière générale, là, ouais, Knuckle et Shoot à 22, je suis assez d'accord parce qu'en soi, les personnages, on se rend pas forcément compte, mais les personnages à la base sont quand même extrêmement puissants. Au même niveau, on va avoir Wing, et en vrai, c'est super intéressant de le voir là parce que on a très très peu d'infos sur lui, on connaît très peu sa force de manière générale et ses capacités. Et en fait, que l'auteur le place là, ça permet de se faire une idée plus précise. Et pour le coup, effectivement, ça veut dire qu'en soi, c'est quand même un personnage qui est, pour le coup, très puissant, quoi. Après, il faut savoir aussi autre chose, c'est que Knuckle et Shoot, encore une fois, qui sont à 22, donc au même niveau que Wing, eux sont encore élèves en soi.
sont plus jeunes et encore élèves. Donc potentiellement, ils ont encore une marge de progression plus forte que ça. Donc en soi, du coup, sur cette partie-là, je trouve ça quand même assez cohérent, sachant qu'on n'a pas de gros abus, entre guillemets, dans toutes les parties, à savoir esprit, skill, force, etc. C'est, je veux dire, par exemple, si vous prenez Knuckle et Shoot, ils vont avoir quasiment les mêmes stats aux mêmes endroits, juste que Shoot va avoir plus de savoir que Knuckle, ce qui en soi par rapport à leurs différentes capacités ça me paraît logique. Par contre, lui Knuckle, il va justement se rattraper plus sur l'esprit. Donc c'est là où justement on revient sur le côté force mentale, esprit sain, parce que surtout en tout cas avant l'attaque des fourmis chimères, Shoot on va dire que il était on va dire un peu trouillard, on va dire ça comme ça. Ensuite, là on aborde un point hyper intéressant, à savoir l'endroit où est regroupé Killua qui a 23, Gon qui a 23, Gentru, donc Boomer qui a 23, Kaito qui a 23, et Moro qui a 23. Et alors là, c'est vraiment le point où je me questionne dans ce classement de Togashi, parce que si vous voulez, pour moi donc, comme je vous ai dit, je pense que le classement a été fait par rapport vraiment aux puissances de la deuxième phase des fourmis chimères. Donc quand Gon et Killua reviennent. Pour moi c'est plus logique. C'est la raison pour laquelle Gon et Killua sont aussi hauts dans le tableau. Par contre, la première chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi à ce moment-là, Gentru, donc Boomer, est au même niveau que Gon, Killua. Déjà ça c'est la première chose, je me dis, en fait si vous voulez, ce que je comprends pas, c'est que pour moi Boomer, à la base, il est fort. C'est-à-dire qu'il est très très fort. Quand tu vois dans l'arc Grid Island, pour que tu te dises que Tsezugara le craigne, quand tu vois ses capacités, son aura, son combat, etc. Enfin, tu te dis, le mec est super fort. Sauf que Gon l'a vaincu. À ça, vous allez me répondre, oui, mais Gon, en gros, ils avaient préparé un plan, ils ont réussi à le piéger, Gon, il a pu l'acculer sur une petite paroi pour le taper alors qu'il y a du renforcement. Ok. Mais si vous voulez, en soi, Gentru, il pouvait se défendre comme il a pu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus... il a été pris par surprise à la fin, mais en fait, à la base, le combat, c'était vraiment un combat en 1 contre 1. C'est-à-dire que Gon, pour moi, contre Gentru, quasiment la totalité du combat, si ce n'est juste à la fin, le fait que le rocher lui tombe dessus, le combat était quand même, on va dire, équilibré. Et Gon a fini par gagner. Et c'était, pour moi, un vrai combat de 1v1. Donc en soi, ce Gon-là qui est beaucoup moins fort quand il a combattu Gentru que le Gon qui revient du coup à la deuxième fois à l'arc des fourmis chimères, pour moi, Gon est censé être plus fort que Gentru. C'est ça que je trouve quand même curieux, quoi. Donc déjà, pour moi, il y a ça que je comprends pas. Mais là où je me dis c'est quand même dingue, c'est de mettre déjà Gon et Killua au même niveau que Kaito et que Moro. Parce que je veux dire, autant, je veux dire, autant Moro, on peut se poser des questions parce que on l'a jamais vraiment vu dans un vrai combat, on va dire physique, si on peut dire ça comme ça. Mais sauf que Moro, quand on en apprend un peu plus sur le perso, on se rend compte qu'il est fort de ouf, mais vraiment. Et le truc, c'est que pour moi, le mettre au même niveau que Gentru, je trouve ça choquant en fait entre guillemets. Et surtout, même mettre Gentru au même niveau que Kaito, quoi. Genre Kaito, l'élève de Jin, hein, on parle bien de Kaito. Hein. Et Gentru, Moro et Kaito sont au même niveau que Gon et Killua. Donc, alors après, je veux bien que le tableau soit voilà, un peu... dire que, comme on a expliqué, hein, il n'y a pas que la force physique, il n'y a pas que le nen, il y a aussi l'esprit, il y a aussi l'ingéniosité, etc. Ça, je suis d'accord. Mais... je veux dire, pour qu'on en arrive à ce que ces personnages que je vous ai cités, donc Gon, Killua, Gentru, Kaito et Moro, soient au même niveau de power level, pour moi, ça prouve que la force physique, donc la force, le nen, les capacités de manière générale, devraient être sur un critère un peu plus élevé, à mon sens. Ça me semblerait plus logique. Après, je dis pas que ce passage est complètement illogique hein, de la part de Togashi, pas du tout. Mais juste, je pense que pour moi, si
ça montre qu'il y aurait un petit problème de critères si on en arrive au point où, dans l'arc Fourmi Chimère, on retrouve ces personnages-là au même niveau, quoi. C'est juste ce que je dis. Surtout Gensru, pour moi, pour moi, sans être méchant, Gensru, à ce niveau-là du tableau, c'est une fraude. Hein. Je suis désolé, pour moi, c'est une fraude. Sur l'avant-dernière partie du tableau, là, par contre, que je trouve très très intéressante, on va retrouver directement Razor, qui va être à 24, donc juste au-dessus de Moro, Hisoka également à 24, Kuroro à 25, logique, et Biscuit à 26. Et alors là, je vous entends déjà me dire, quoi? Comment c'est possible que Biscuit, elle soit au-dessus de Razor, au-dessus d'Hisoka, au-dessus de Kuroro même? Bah en fait, les gars, franchement, même moi, je pense qu'on se rend pas compte à quel point Biscuit, elle est abusée, mais vraiment. Genre, je sais que je vais bientôt préparer une vidéo sur la vraie puissance de Biscuit, du naine de Biscuit, et en fait, je pense que dans cette vidéo, vous vous rendrez compte à quel point ce personnage, c'est même plus la définition du sous-côté. Hein. C'est vraiment genre ce perso, littéralement, c'est plus que sous-côté. C'est genre, beaucoup de gens s'imaginent que c'est la gentille petite fille, etc. Mais déjà, genre au niveau de sa capacité de naine, quand elle se transforme, donc la forme qu'elle aime pas, la forme hyper musclée, je pense que peu de gens se rendent compte à quel point dans cette forme-là, genre c'est un monstre en fait. C'est genre... Parce que dites-vous qu'elle a limite les capacités peut-être d'un physique hein, je parle. Les capacités physiques dans cette forme d'un genre de Uvogin, si vous voulez. Sauf qu'elle est même pas du renforcement, en fait. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'arriver à un stade de capacité physique dans cette forme, sans être du renforcement, c'est aberrant, en fait. Et en plus de ça, faut pas oublier qu'elle a plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'elle a été le maître de Wing, et genre pendant toutes ces années, elle a travaillé de ouf son naine, ses techniques, etc. Donc elle a un peu comme Netero, elle a une expérience de fou en fait. Et même quand on voit comment elle entraîne Gon et Killua, ben, la façon dont vous voyez à quel point ils progressent par rapport à quand ils sont avec Wing, c'est que vraiment c'est sa façon d'entraîner du coup à Biscuit, elle est incroyable, et elle se l'applique à elle-même bien sûr. C'est ça qui explique vraiment, mais qu'en fait elle a un niveau de fou quoi. Et après sinon de manière générale, pour le reste je suis assez d'accord. Razor Hisoka, j'aurais à mon sens peut-être mis un peu Razor au-dessus, je pense. Au-dessus d'Hisoka je parle. Après c'est que mon avis personnel. Hein. Mais moi par exemple ce que je trouve bizarre typiquement, c'est que pour Razor, dans Aura, il a 4. Et Hisoka par exemple a 4 également. Et en fait, pour moi, Razor, en aura, il aurait dû avoir 5, en fait. Parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le naine de Razor, je vous avais expliqué à quel point l'aura de Razor est ouf. Parce qu'il maintient tous les systèmes émissifs du jeu Grid Island. En même temps, il crée ses bêtes de naine par émission. Donc ça lui pompe toute son énergie, vu que c'est par l'émission. Et en plus de ça, il continue quand même le combat tout seul. Si vous voulez, il faut une réserve d'aura, et d'ailleurs Finks l'avait indiqué quand il l'avait vu, il faut une réserve d'aura absolument monstrueuse. Et c'est pour ça que là, pour moi, je l'aurais peut-être mis même peut-être 5 au niveau de l'aura par rapport à Razor. Sinon, de manière générale, je suis assez d'accord avec le reste du classement, sachant que Hisoka, lui, il va perdre, il va être à 3 au niveau esprit, donc je pense que là, c'est pas forcément la force mentale, mais plus l'esprit sain, parce qu'il a pas du tout un esprit sain en soi. Et par contre, il va avoir un 5 en ingéniosité, et là, par contre, pour le coup, complètement d'accord avec Togashi, parce que ce qui fait vraiment la force d'Hisoka, c'est son inventivité dans un combat. Il y a qu'à se rappeler le combat qu'il a fait contre le majordome Goto, enfin, tu te rends compte qu'en fait, il est tout le temps dans l'illusion, et c'est horrible de te battre contre lui, parce que tu sais jamais quel tour il te réserve en plein combat, en fait. Et après, pour Kuroro, disons que ce qui me semble normal, c'est d'avoir quasiment toutes les stats à 4, comme il a, et bien entendu d'avoir 5 au niveau force mentale, esprit sain, parce que effectivement, ce qui fascine chez Kuroro, c'est vraiment sa capacité à
on va dire, à évoluer spirituellement d'une façon que tu arriverais même pas à comprendre, en fait. Mais voilà, sur cette partie-là, je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce qu'on en apprend plus sur des personnages qui sont très forts, et qu'on pourrait littéralement un petit peu plus distinguer à ce niveau-là. Enfin, on arrive à cette dernière partie de la vidéo. Je pense que vous vous doutez chacun de quels sont les 4 restants. Je précise d'ailleurs que Meruem n'est pas sur le tableau, pour une raison inconnue. Je pense qu'en soi, il n'y avait même pas besoin de le mettre, étant donné que forcément il aurait été tout en haut. Mais du coup, pour les derniers, on a donc Youpi, Poufou, Pito et Netero. Sachant que Youpi est à 27, Poufou et Pito sont à 28 et Netero est à 30. En soi, si vous voulez, là, moi, la seule chose qui me pose problème, c'est que si on en revient à la vraie définition, au vrai principe de ce qu'on a dit au début, à savoir power level, donc littéralement la puissance entre guillemets de combat, j'aurais bien plus vu Youpi juste derrière Netero, plutôt que Pito ou même Poufou qui sont à 28 tous les deux. Parce que si vous voulez, pour moi, Youpi c'est littéralement la définition du combattant juste en dessous Netero, que tu te dis mais c'est impossible de le vaincre, quoi. En termes de puissance brute, de force brute, c'est littéralement pour moi le meilleur des 3, si vous voulez. En fait, pour moi, Youpi ça va vraiment être le plus puissant et le plus fort des 3 gardes royaux. Pito ça va vraiment être celle qui a le nen le plus élaboré et le plus développé. Et Poufou, pour moi, c'est celui qui va être le plus stratège et avoir la plus grande intelligence des 3. Et d'ailleurs, ça, en soi, là où on retrouve un peu ce que je dis, c'est que forcément, Youpi il perd beaucoup de points dans l'ingéniosité. Encore que disons que j'aurais été d'accord au tout début, parce que ça se voit qu'il le présente un peu sous la manière d'un garde un peu con au début. Mais après, je sais pas si vous vous souvenez, mais au fur et à mesure du combat, surtout contre Knuckle, il apprend à créer un piège, à prendre par effet de surprise, il apprend à réfléchir, à évoluer sur soi-même. Donc là, je serais un peu moins d'accord de lui mettre 3. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que Poufou perd des points au niveau de l'esprit, il a que 3. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment bien d'avoir mis ça, dans le sens où, en force mentale, ça se voit qu'en fait, par rapport au roi, il a un problème, quoi. Théoriquement, il a un problème et il n'a pas du tout un esprit sain, si vous voulez. Et Pito, qui va perdre 1 point au niveau de l'esprit et qui va perdre 1 point au niveau du savoir. Et ça, par contre, j'ai pas compris. Comparé à Poufou qui avait 5 au niveau du savoir, ça je le comprends. Mais Pito avait lu beaucoup de livres dans l'antre des fourmis chimères, et de manière générale, elle est obligée d'avoir beaucoup de pouvoir par rapport à son naine, donc ça, j'ai pas trop compris non plus, mais on va dire que ça reste quand même très correct. Et forcément, vous vous en doutez, Netero au-dessus, qui a 5 dans tous les aspects. À savoir aussi que Netero n'avait pas 5 dans tous les critères, avant son entraînement pour affronter le roi. Parce que forcément, pendant des années, il avait perdu énormément de sa superbe. C'est vrai, il a vraiment 5 dans tous les domaines à partir du moment où il arrive juste au point où il va affronter le roi. Du coup, voilà, on arrive à la fin de ce classement. Quand on refait un rapide tour, au final, j'ai envie de vous dire, pour moi, le classement fait par Togashi est très pertinent sur beaucoup d'aspects. Il y a d'autres aspects où j'ai mis plus de réserve parce que, si vous voulez, je comprends moins où il a voulu en venir. Après, encore une fois, je pars du principe que on n'est pas dans sa tête, que lui a des infos que nous on n'a pas, qu'il a avancé potentiellement sur son manga et a développé des choses qui fait qu'on ne peut pas encore forcément comprendre là où il va en venir. Donc en soi, pour moi, je pense que son tableau est relativement assez pertinent. Mais on verra par la suite, avec ce qui se passera dans le manga, si effectivement, si certains personnages n'ont pas été, on va dire, trop mis en avant comme Gentru, pour ma part, que je trouve. Et à l'inverse, si certains personnages comme Kurapika ou Tezugera n'auraient pas mérité quelques petites places, on va dire, au-dessus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce classement. Ce que vous auriez changé, si vous trouvez ça pertinent, etc. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre retour. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo et à vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes de la chaîne. C'était Hunter404, je vous remercie pour votre force et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.